C'est la même chose dans la vie de tous les jours. Il y a des moments où on en a marre, on a envie d'arrêter. Mais finalement, quand tu es dans l'effort et puis voilà, que tu dis, peut-être tu dis même des trucs, mais qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment tu navigues dans cette, je sais pas s'il faut appeler ça une tempête émotionnelle, mais en tout cas, le moment de doute où, tu vois, c'est le truc où on est prêt à vaciller, quoi. Finalement, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Plus la course est longue, plus il faut s'attendre à des moments difficiles. L'avantage quand on a un petit peu d'expérience, c'est que voilà, on sait qu'il faut être un petit peu plus bas pour remonter la pente. Et c'est vrai que c'est comme dans la vie, hein, en trail comme au quotidien, personne se promène uniquement sur une ligne de crête avec une vue parfaitement dégagée, grand soleil et tout se passe bien. Donc c'est vrai que le parallèle est intéressant. Parfois on voit que le négatif dans le quotidien comme en course parce que en course, on peut se faire doubler, constater que notre vitesse moyenne est en baisse, ou voilà, simplement parce qu'on commence à être vraiment fatigué, parce qu'après 7 ou 8 heures de course, c'est normal. Et dans ces cas-là, la tête va chercher tout un tas de bonnes raisons de dire stop, de faire arrêter la course, justifier un abandon en fait, hein, carrément. Donc moi je me dis parfois, il fait trop chaud, j'ai mal à tel endroit. C'est pas vrai. Tout ça n'est qu'une invention de la tête bien souvent. Parfois, je rêve même de donner mon dossard à quelqu'un et qu'il parte devant pour aller biper juste mon dossard sur la ligne d'arrivée et que moi, on me laisse dans la forêt. Donc, clairement, des moments de baisse psychologique, il y en a beaucoup. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut utiliser justement ces petites techniques, ces mots, ces ancrages dont je parlais tout à l'heure pour qu'ils refassent surface au moment où on en a le plus besoin. Donc quand les autres coureurs m'entendent parler à voix haute toute seule, ils doivent se dire que je suis vraiment folle, mais voilà, c'est dans ces cas-là, je me parle vraiment à moi-même. Parfois ça suffit pas, tout ça, tous ces petits ancrages, le fait de se parler, de se toucher le pouce et l'index et de se dire que c'est maintenant qu'il faut y aller. Parce qu'on est descendu tellement bas mentalement et physiquement qu'on est obligé d'aller chercher de la motivation extrinsèque versus la motivation intrinsèque. La motivation intrinsèque, c'est celle que j'ai, qui ne dépend que de moi. La motivation extrinsèque, c'est tous les éléments extérieurs qui vont m'aider à avancer. Et c'est ce qui s'est passé pendant mon ultra trail. J'étais déjà à plus de 60 km dans les jambes. Il y avait la plus grosse côte du parcours à passer, donc 8 km de montée raide en continu. Je voyais déjà flou, je me sentais vraiment complètement vide et vraiment impossible là d'utiliser mes petites astuces. Donc j'ai commencé à lister tous les proches qui étaient en train de passer leur dimanche à suivre la course sur l'application LiveTrail. Dieu sait qu'il y en avait un certain paquet, j'ai pu le constater à l'arrivée, ça m'a beaucoup émue d'ailleurs. Et lister les proches qui font des sacrifices au quotidien pour que vous puissiez participer à cette course. Voilà, ceux qui sont en train de gâcher leur dimanche pour vous suivre sur LiveTrail. Voilà, quand j'arrive plus à avancer, pour moi, le fait de pas les décevoir, c'est vraiment ma dernière cartouche. Donc je pense que voilà, c'est un mix entre cette motivation intrinsèque qu'on peut avoir, ces petites techniques, ces petites astuces pour s'ancrer dans le présent, et quand ça suffit pas, ne pas hésiter à aller chercher de l'aide extérieure. Et je pense que dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, c'est pareil. Si on réfléchit 2 minutes, je pense qu'on est tous capables de faire une liste d'au moins 5 personnes qui nous soutiennent dur comme fer. Et ça, c'est super précieux. Écoute, ça me parle beaucoup tout ce que tu racontes parce que tu fais vraiment ce parallèle entre intrinsèque, extrinsèque, d'aller oser chercher de l'aide, d'aller voir que t'es pas toute seule en fait sur une course. Et moi je me dis, tu vois, tu bosses chez Kraken, tu nous as dit avant qu'on allait en parler un petit peu. Comme j'ai pu lire, vous utilisez les sciences du comportement chez eux pour faire votre travail. Est-ce que tu appliques certaines méthodes que tu as chez Kraken pour moduler ton propre mental en course, ou est-ce que c'est peut-être l'inverse? Je sais pas comment tu utilises les deux. Ouais, effectivement. Les sciences comportementales, ça regroupe tout un tas de disciplines. Donc, ça va de la psychologie à l'économie comportementale, ça passe par les neurosciences. Enfin, voilà, il y a énormément de documentation sur tous ces sujets. C'est vraiment passionnant. Et justement, je vous parlais il y a quelques minutes du hack du sourire pendant l'effort. En fait, ça provient d'une expérience qui a été menée par des chercheurs. On a demandé à des gens de regarder une vidéo avec un stylo dans la bouche pour forcer le sourire. Et il y avait un autre groupe qui n'avait pas de stylo. Et le groupe qui a visualisé la vidéo avec le sourire forcé a accordé une meilleure note au contenu visualisé.
Et je pratique beaucoup ça en fait. Parfois, quand je dis à mes proches, si tu me vois sur la course, si tu me vois sourire, c'est pas forcément un bon signe. Ça veut dire que j'ai eu besoin de forcer le sourire pour maintenir le cap. Mais essayez, même quand vous devez faire une tâche qui vous semble un petit peu pénible au travail, le faire avec le sourire, ça met tout de suite dans un état d'esprit différent. Et ça fonctionne très bien et ça coûte vraiment pas cher. Je pratique aussi beaucoup le concept de dissonance cognitive. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un inconfort psychologique que l'on ressent quand nos actions correspondent pas à nos engagements ou à nos croyances. Et ça, je l'utilise tous les jours. Donc, c'est vraiment le fait de s'engager vis-à-vis des autres, mais aussi de soi-même. C'est un outil très puissant. Je pense que c'est pour ça que j'ai jamais abandonné sur une course, parce que au-delà de l'inconfort que je ressentirais en me justifiant auprès de mes proches, trahir un engagement que j'ai pris avec moi-même, je vais pas réussir à me mentir très longtemps et à le justifier intérieurement. C'est vraiment un dialogue interne. Donc, même si mes proches peuvent se dire, ok, elle avait mal à la cheville, elle s'est arrêtée. Bon, c'est ainsi. Moi, au fond, je sais que c'est pas 100% le problème de la cheville qui a péché ce jour-là. Et ça me gêne beaucoup. Donc c'est vrai qu'au-delà des sciences comportementales, il y a vraiment un lien pour moi entre ma vie pro et ma vie sportive. L'un vient vraiment alimenter l'autre. Voilà, les victoires qu'on peut développer dans un point de sa vie sont toujours des atouts que l'on a dans sa main pour s'atteler à d'autres projets. Effectivement, c'est vraiment... Il n'y a même pas un vase qui remplit l'autre, tu vois, c'est pas t'as 1 litre d'eau et tu dois le séparer entre vie pro, vie perso. C'est presque une démultiplication en fait de l'énergie entre les deux pans, et ça c'est très intéressant et il faut vraiment en tirer parti. Donc toute cette intelligence émotionnelle que tu as développée, entre autres, hein, pas que, mais beaucoup par rapport au sport ou dans le sport, j'imagine qu'il te sert aussi dans ton job. J'allais dire ton bureau, mais ton job en général. Et là, Arnaud, je pense qu'il a une question par rapport à ça, parce qu'on va parler du trail au leadership business. Ouais, je trouve que c'est vraiment intéressant de faire ce parallèle en voyant que on est toujours en apprentissage d'une certaine manière. On a dit que tu bossais chez Kraken, vous décryptez un peu la psychologie humaine pour optimiser les performances dans le business. Concrètement, tu peux pas toujours pousser les gens et puis aller jusqu'à ça craque. Comment vous gérez les émotions pour que ça devienne vraiment un levier stratégique dans vos accompagnements? Est-ce que tu arriverais peut-être à nous donner 1 ou 2 exemples qui nous marqueraient dans vos pratiques, et comment vous faites avec ces émotions pour justement aller dans je peux encore ou je peux plus, et puis il y a toujours des aspects émotionnels chez les gens, donc je trouve que c'est assez intéressant de faire un peu ce parallèle business et puis endurance. Ouais, merci pour la question. Absolument, ce qu'on oublie souvent, c'est que toutes les décisions, même les plus rationnelles, elles sont émotionnelles avant d'être logiques. Un chiffre qui est assez marquant que nous donne la science, c'est que 95% des décisions d'achat sont prises de façon inconsciente et largement guidées par l'émotion. C'est pas que les décisions d'achat, hein. Là c'était un papier qui évoquait ce sujet, mais toutes les décisions en fait sont avant tout émotionnelles. Quand vous choisissez votre maison, votre partenaire de vie et aussi votre dentifrice, il y a de l'émotion. Elles influencent donc vraiment la manière dont on perçoit des offres, dont un collaborateur peut adhérer à un projet, ou encore dont un leader embarque son équipe. Et effectivement, chez Kraken, notre objectif, c'est de comprendre ces ressorts qui sont souvent invisibles, mais vraiment très puissants. Pour vous donner un exemple très concret, on a récemment accompagné un assureur qui ne comprenait pas pourquoi, malgré une offre objectivement plus avantageuse, ses clients ne migraient pas vers un nouveau contrat. Et donc on a identifié tout un tas de biais, et notamment un biais de statu quo qui est renforcé par une peur implicite du regret, de se dire et si je change de contrat, finalement est-ce que ça pourrait pas être pire? Et pour venir finalement appuyer cette nouvelle offre plus avantageuse pour le client, il faut redesigner un discours commercial pour s'assurer que la peur émotionnelle puisse petit à petit s'effacer, avec des éléments éventuellement de preuve sociale, un cadre plus empathique, une stratégie de réassurance. Voilà, donc c'est vraiment le type de projet sur lesquels on peut travailler chez Kraken. Et effectivement, les émotions, c'est vraiment un levier stratégique. Comprendre ce qui se joue sous la ligne de flottaison au niveau émotionnel, c'est vraiment là que tout se joue. Donc que ce soit dans un deal commercial ou dans la capacité d'une équipe à s'engager.
Voilà, c'est vraiment effectivement stratégique. Ouais.